C'est parti, vous allez avoir voilà, le petit message qui indique en effet qu'il y a l'enregistrement. Donc, au programme ce matin, ces dernières tendances du tourisme et du tourisme avec les enjeux climatiques, de biodiversité et énergétique que je reprenais, et notamment le fait que le monde s'est engagé sur cette voie de réchauffement à plus 2,7 avec des conséquences qui sont extrêmement fortes, puisqu'on voit en effet en termes d'impact qu'on a entre 3 et 3,6 milliards de personnes qui sont en situation de vulnérabilité climatique. Face à ce réchauffement. Et c'est vrai que je reprends ces données-là parce que les conséquences, on le voit, ont été extrêmement visibles, particulièrement cette année, avec les incendies de forêt qui ont été très très forts en France, hein, notamment dans les Landes, mais pas que, et en Gironde, mais également des conséquences sur la mousson au Bangladesh, qui a mis quand même près d'1 million de personnes dans des situations également de très fortes difficultés. Donc, c'est une urgence que l'on retrouve également en termes de biodiversité. Le dernier rapport du WWF qui vient de sortir indique qu'on a eu une diminution de près de 70% des populations d'espèces sauvages. Ce qui est également un indicateur très fort, alors pas uniquement dû aux problèmes climatiques, hein, dû aussi à une utilisation agricole intense dans beaucoup de territoires. Donc, cette biodiversité est en danger et le tourisme, globalement, d'après les études qui avaient été conduites par l'ADEME, représente 11% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le tourisme, qui représente en effet à peu près 7,4% du PIB français, représentait, alors l'étude de l'ADEME était sur les données 2018, donc a priori, ça n'a pas beaucoup diminué, si ce n'est pendant la période du Covid sans doute, mais le tourisme représente donc 11% de ces émissions de gaz à effet de serre. Et sur cette répartition, je vous en reparlerai tout à l'heure, le transport a un poids important, ce qui fait que les 3 pistes qui avaient été données justement pour un tourisme plus durable de façon générale, et d'une part la promotion d'un tourisme de proximité auprès des touristes français, puisque, comme je vous en reparlerai tout à l'heure, le transport pèse très fort dans les émissions de gaz à effet de serre, mais également le déplacement donc de covoiturage, de l'offre ferroviaire, du vélo, je reviendrai sur cet enjeu de mobilité, et la rénovation énergétique aussi du parc d'hébergement. Donc 3 pistes clés qui ne sont pas les seules, hein, puisqu'il y a un ensemble de pistes qui peuvent être poursuivies. Alors la mobilité, c'est un enjeu majeur. Vous voyez ici, le transport aller-retour représente 77% des émissions de gaz à effet de serre du tourisme. Donc, c'est notamment ce voyage aller-retour qui pèse le plus fort, avec le transport aérien qui, à lui seul, représente un peu plus de 40%. Donc, on a ce transport, ces problèmes de transport et de mobilité. Et bien sûr, on a après, mais de façon quand même moins forte, les hébergements, les achats de biens touristiques, la restauration, le sport, etc., mais qui sont à des dimensions un petit peu moins fortes. Donc, la mobilité, c'est un enjeu majeur. Et à ce titre-là, le ministère de l'écologie a lancé un observatoire, ce qu'on appelle du MAS, c'est-à-dire Mobilité as a Service, pour voir de quelle manière développer tout un ensemble de pistes d'action et de pistes à la fois d'action au plan général et au plan numérique également. Donc, il y a un groupe tourisme, hein, et qui vient également tout juste de rendre son rapport. C'est assez récent également. Et participer à ce groupe tourisme ADN, et puis quelques offices de tourisme. Il y a l'office de tourisme de Paris, il y a l'agglomération de La Rochelle, il y a eu des personnes auditionnées aussi sur le territoire. Et ce rapport présente des pistes de travail. Et donc, je vous invite à le télécharger. Je n'allais pas vous en faire un résumé ce matin, c'est quand même assez dense. Mais il y a tout un ensemble de pistes de travail qui sont utiles, notamment à l'échelle territoriale, qui sont intéressantes à examiner.
Alors, on a aussi, comme parmi l'ensemble de ces pistes et des développements futurs, des moyens de transport qui sont en développement. C'est vrai qu'on parle parfois de l'avion électrique. Et on voit que c'est devenu une réalité puisque on a eu un premier vol de 8 minutes pour Alice, qui est le premier avion 100% électrique, avec une petite capacité. On est encore sur des petites capacités, mais on voit que déjà 125 avions ont déjà été commandés par des compagnies, dont DHL. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est en train progressivement d'arriver, mais vraisemblablement sur des petits volumes ou des petits avions. Et puis, il y a d'autres technologies qui sont à l'étude, comme aussi les bateaux autonomes. Là, on a un robot qui est un bateau autonome qui est développé sur Amsterdam, qui est à l'étude sur Amsterdam, donc pour également diversifier les moyens de transport locaux, notamment dans des villes qui ont des canaux et qui ont pas mal de voies navigables. Alors, ce que je voulais aborder aussi, c'était les solutions digitales pour développer les offres de mobilité. Chose récente également, depuis fin juillet 2022, il y a une carte, et vous pouvez, je vous ai mis le lien www.chronotrain, que vous pouvez utiliser, qui est une carte interactive pour savoir quelles villes sont accessibles en train à moins de 5 heures. Donc, voilà, il suffit de survoler la carte, on voit les destinations à moins de 5 heures. Là, je l'ai fait par rapport à Nantes. Et ça permet donc de situer finalement et de quelle manière on peut essayer de capter ces clientèles. Alors, c'est une innovation qui a été réalisée par un développeur seul, et qui l'a mis en open source. Et c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser. On a aussi, alors dans le domaine du tourisme, vraiment l'agence Savoie-Mont-Blanc, qui va proposer, alors c'est pas encore en ligne, mais ça va être en ligne vraiment très prochainement, puisque c'est prévu pour le 22 octobre, une plateforme numérique unique pour la desserte en porte-à-porte de ces 112 stations adhérentes. Donc, ils ont travaillé avec des spécialistes du traitement des données, et puis également Altibus, puisque c'est également l'idée, c'est de régler le problème du dernier kilomètre. Donc, un transporteur routier voilà, est intégré là-dedans, et ça leur permet de pouvoir proposer et vendre également toutes les méthodes de transport, avec tous les itinéraires, tous les horaires, et notamment régler ce problème difficile qui est celui du dernier kilomètre. Alors, des solutions digitales pour développer les offres de mobilité, il y a justement déjà tout un ensemble d'applications, et une des pistes d'action citées par le groupe tourisme, c'est de dire qu'il faut encore plus informer le public touristique des solutions de transport qui existent, notamment avec toutes les applications qui sont à leur disposition. Alors, je cite ici bien sûr Destinéo, sur Pays de la Loire, qui regroupe également voilà, tous les transports publics, et qui permettent de pouvoir justement calculer ces possibilités de mobilité en transport en commun. Et puis, dans le futur aussi proche, il y a un décret du gouvernement qui est passé là au mois d'août pour demander à tous les services numériques d'assistance, Waze, Google Maps, Mappy ou Bonjour RATP aussi, d'informer les utilisateurs de l'impact environnemental de leur trajet. Donc, c'est des choses qui vont arriver. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. J'ai fait quelques tests pour voir sur Maps ou sur Mappy, etc. Il n'y a pas encore l'ensemble de ces informations. Mais voilà, il y a ce décret qui leur demande vraiment qui les incite à le mettre en place, avec, si possible, l'estimation de la pollution causée et la mise en avant de propositions d'itinéraires dont l'impact est le plus faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Les informations aussi sur le réseau cyclable, les aires de covoiturage et de stationnement. Donc, ce sont des informations voilà, qui vous permettent aussi de pouvoir aider. On peut conseiller, on va pouvoir justement développer plus de conseils autour de ces mobilités. Et puis, bien sûr, toujours sur la mobilité, développer les bornes électriques. On sait qu'aujourd'hui, il y a besoin encore de bornes électriques, à la fois dans les villes, dans les hébergements, pour pouvoir justement mettre à disposition des personnes qui passent à la voiture électrique. Il faut voir que voilà, le côté passer à la voiture électrique devient de plus en plus fort. Attendez, juste, je suis en train de voir que hop, il y a des personnes qui se sont reconnectées, que je remets.
Et donc aussi, évidemment, les possibilités de location, de partenariat avec des loueurs pour faciliter aussi les utilisations de vélos électriques, de l'ensemble donc de ces moyens de transport. Alors, pour passer de ces idées ou de ces engagements à des actions concrètes aussi, et notamment par rapport à ce qui peut être fait au niveau des hébergements et de la restauration, l'ADEME a développé un fonds de soutien. C'est un fonds de soutien donc, pour les hébergeurs et restaurateurs. Il a signé des conventions de partenariat avec les ADT et les CCI pour faire que l'ensemble des restaurateurs et hébergeurs puissent réaliser un diagnostic environnemental et un plan d'action. Et puis, il y a un autre volet dans ce fonds sur un volet slow tourisme avec des appels à projets. Donc, ce fonds de l'ADEME fonctionne déjà bien. Vous avez ici, je vous ai remis dans le support pour que vous puissiez l'avoir également vos contacts sur la région, hein, qui sont les contacts qui permettent aux hébergeurs et aux restaurateurs de pouvoir proposer des dossiers, hein, sachant qu'en effet, les demandes sont de plus en plus fortes. Donc, il faut que le fonds puisse continuer et se poursuivre. Et puis toujours sur cette problématique de ces enjeux de tourisme durable et responsable, il y a des actions concrètes qui peuvent être réalisées par chacun. Il faut savoir qu'il y a une prise de conscience, une sensibilisation qui peut être développée à tous les niveaux. Vous avez quelque chose auquel vous pouvez participer, toute personne peut participer, qui sont des fresques du climat. Ce sont des ateliers de 3 heures pour comprendre les causes et les conséquences du changement climatique. C'est quelque chose de très ludique, de très accessible et vraiment d'intéressant pour apprécier et comprendre ces enjeux. Vous avez aussi des outils pour calculer votre empreinte carbone individuelle. Là, je ne parle pas d'outils adaptés pour les entreprises, parce que là, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe sur lequel il faut un petit peu de formation. Mais là, c'est déjà avoir une première évaluation pour comprendre aussi ce que chacun pèse. Et puis, c'est un calculateur, nos gestes climat, qui peut être intégré dans un site web pour tous ceux qui souhaitent le proposer à leur public. Donc, c'est quelque chose d'intéressant et de bien fait. Et puis, cette application de chacun, elle peut se faire aussi dans une approche participative, territoriale, dans un cadre de destination. Ici, c'était un petit exemple sur la région de Dinan-Cap-Fréhel qui avait travaillé là-dessus avec un tourisme responsable lab monté au niveau de l'Office de tourisme pour voir de quelle manière aborder tout ça. Et on verra tout à l'heure un témoignage avec l'exemple de Saint-Jean-de-Mont. Et je sais qu'il y a d'autres destinations aussi en Pays de la Loire qui travaillent sur ces sujets-là et qui développent des démarches à leur niveau et avec leurs partenaires socio-professionnels. Et donc, c'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des nouvelles formations qui pourront peut-être se mettre en place au niveau de l'académie, y compris sur ces sujets-là. Et donc, ce sera quelque chose qu'il faudra voir par la suite. Et puis, le sujet du numérique responsable, sur lequel il y aura un webinaire. Alors, vous voyez ici le petit E sur le côté droit. C'est lorsqu'il y a justement soit un webinaire, soit une formation qui est en lien avec la thématique que j'aborde. Donc, s'engager pour un numérique responsable, c'est aussi un élément fort, puisque quelques chiffres, juste je vous donne 2 chiffres, mais au cours du webinaire, vous aurez l'occasion d'en avoir beaucoup plus et d'interagir avec la formatrice sur ces sujets-là. Si Internet était un pays, ce serait le 3e plus gros consommateur d'électricité mondial, après la Chine et les États-Unis. Donc, on voit le poids que ça représente déjà au niveau d'Internet. Et puis, un autre chiffre que j'évoque, 5% des équipements numériques seulement sont recyclés dans le monde. Et les équipements numériques, ça représente près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de ce secteur, donc du secteur du numérique. Donc, on voit aussi là l'importance de faire durer son matériel ou d'acheter du matériel reconfiguré. Voilà. Donc, s'engager aussi pour un numérique responsable. Eh bien, voilà les quelques points que je voulais commencer à aborder sur ces enjeux liés aux enjeux à la fois climatiques, biodiversité et énergétiques, puisqu'on a également cet impact aussi de l'énergie et de l'énergie chère.
Alors, l'évolution des grands acteurs du web maintenant, Google, les plateformes de distribution, voilà. Où est-ce qu'on en est et quelles sont les évolutions un petit peu marquantes? Concernant Google, on est plus que jamais sur la qualité des contenus. Vraiment les algorithmes de Google, les derniers algorithmes privilégient cette qualité de contenu. Et, donc, cette qualité de contenu, c'est notamment la mise à jour, l'actualisation, c'est l'adaptation des réponses aux attentes des internautes. C'est-à-dire qu'il y a véritablement dans les contenus web des réponses utiles aux interrogations des internautes. Et donc, c'est en effet le dernier algorithme, Helpful Content, qui est déployé à l'heure actuelle sur les langues anglaises et qui va se développer courant 2023 aussi sur l'ensemble du web international et en France. Google, c'est aussi Google Street View, qui est de plus en plus immersif. Donc, c'est Google Immersive View, d'ailleurs, qui est en train d'arriver. Et donc, il va plus loin. Il rajoute des vues aériennes pour mieux découvrir les sites, les stades, les centres commerciaux, et puis pouvoir mettre aussi des informations, des pastilles qui permettent d'aller plus proche, de comprendre où est-ce qu'on se situe. Donc, pour l'instant, c'est une fonctionnalité qui n'est proposée que pour quelques grandes villes dans le monde, mais elle va s'étendre progressivement sur l'ensemble des villes et des sites touristiques avec cette nouvelle dimension Immersive View. Voilà. Et puis, un autre élément concernant Google encore, vous savez l'importance de Google My Business, hein, c'est une fiche clé dans votre dispositif web. Eh bien, on a bien sûr toujours les informations à être à jour, le choix, les visuels, la gestion des avis, la publication d'événements. Mais maintenant, il y a également un outil de messagerie avec vos clients. Donc, on peut avoir aussi des messages et échanger des messages à partir de Google My Business. Donc là, c'est un nouvel élément également à prendre en compte. Donc, Google My Business, vraiment toujours continuer à la regarder vraiment et à travailler avec très, très régulièrement. Alors, concernant les grands acteurs de la distribution touristique, le top 5 est toujours le même. Là, c'est un top 5 en termes d'audience qui a été calculé par SimilarWeb. Donc, ce n'est pas un top 5 en termes de chiffre d'affaires, mais en termes d'audience web. Et on voit que Booking domine avec 80% de visites en plus que le numéro 2, qui est SNCF Connect. Donc, sachant que SNCF Connect, voilà, comme ils ont changé leur logiciel, ils ont eu aussi un peu de déperdition au cours de l'année. Airbnb arrive donc en 3e position et dans ce top 5, et ils bénéficient vraiment d'un fort taux d'engagement. C'est eux qui ont la durée la plus longue de visite en moyenne, 10 minutes en durée de visite en moyenne. Vous avez d'ailleurs les chiffres ici des durées de visite moyennes sur ce top 5, qui est de l'ordre de 5 minutes normalement. Et puis TripAdvisor, qui est en 4e position, qui reste toujours très utilisé. Alors, TripAdvisor, ils ont connu quelques vicissitudes, mais ils sont, à l'heure actuelle, toujours très, très utilisés. Et donc, à continuer aussi, là aussi, à veiller sur les avis TripAdvisor. Et puis, à noter aussi, dans ce top 5 et dans cette analyse, les 2/3 des visites se font par mobile. Donc, mobile first, et aussi plus que jamais. Alors, Booking, si on reprend justement ces grands acteurs, Booking a élargi son offre de location via Clé Vacances. Ça a été un tournant au cours de l'été, puisqu'ils ont signé ce partenariat donc le 20 juillet de cet été, avec le fait que les 36 000 hébergements Clé Vacances sont maintenant disponibles à la réservation sur le site de Booking. Donc, voilà, un choix donc, a été réalisé par l'équipe de Clé Vacances et donc qui fait de Booking, évidemment, qui renforce la position de Booking sur le locatif.
Airbnb, eux, se développent, je dirais, des services, de plus en plus de services annexes, et notamment, ils essayent de travailler avec les territoires. Donc, ils ont mis en place l'enregistrement obligatoire dans plusieurs villes françaises. Donc, c'était à la demande du gouvernement et du ministère du Logement, et puis de certaines villes aussi qui vraiment poussaient là-dessus. Donc, ils l'ont réalisé dans une trentaine de villes en France. Donc, pour l'instant, ça se développe petit à petit. Et donc, on peut noter que les Sables d'Olonne font partie de ces villes où il y a maintenant l'enregistrement obligatoire, donc depuis 2022. Donc, progressivement, voilà, un certain nombre de villes, de stations littorales, de villes littorales sont en train de mettre en place, donc avec Airbnb. Et puis Airbnb propose également des partenariats promotionnels. Là, c'est un exemple qui a été réalisé avec l'Office de tourisme du Grand Reims, et c'est en cours, puisque c'est sur le mois d'octobre, là, une campagne donc 100% digitale avec des idées de séjour à gagner, offertes par l'Office de tourisme et Airbnb. Avec des passes aussi, pour justement faire que les voyageurs puissent profiter des activités et des transports publics gratuits. Voilà, on revient à cette idée aussi de mobilité tout à l'heure. Et donc, l'Office, évidemment, bénéficie, dans le cadre de ce partenariat aussi, de l'accès au portail des territoires. Donc, on voit voilà, des choses qui se développent de ce côté-là en ce qui concerne Airbnb sur ce contrôle un peu plus précis de l'offre et en lien avec les destinations. Et puis Airbnb, vous voyez, ils ont plein de catégories. Et ils ont créé cette année une catégorie supplémentaire sur le patrimoine qui n'avait pas encore, s'apercevant vraiment qu'il y a une demande de plus en plus forte sur des hébergements vraiment dans du patrimoine, dans un lieu patrimonial. Et ils se développent aussi, justement, toujours dans le cadre de ces actions pour être un petit peu plus près aussi à la fois des destinations et des pays sur lesquels ils sont implantés. Ils sont maintenant le principal mécène du programme Patrimoine et tourisme local de la Fondation du patrimoine. Donc, un travail également de mécénat à ce niveau-là. Donc, passons maintenant à TripAdvisor. TripAdvisor, lui, il enregistre là depuis février 2022, il est passé au milliard d'avis publiés. Donc c'est en cela qu'il poursuit encore et qu'il a également une audience très, très forte. Il a édité un rapport d'études sur le pouvoir des avis. Je vous ai mis un lien vers leur article sur lequel on retrouve également ce rapport qui est téléchargeable. C'est un rapport qui a été fait pas auprès de l'audience TripAdvisor. Ils l'ont fait réaliser auprès de consommateurs dans 5 pays. Donc, ça recoupe en fait les données qu'on avait déjà, c'est-à-dire que 3 répondants sur 4 déclarent que les avis sont extrêmement importants ou très importants lors de la prise de décision du voyage. On voit que c'est même plus fort que ça pour les hébergements, puisque pour les hébergements, on est à 80%. Et puis, en mai 2022, ils ont lancé aussi une journée qu'ils vont reproduire tous les ans, tous les premiers mardis de mai. Donc ça, c'était le 3 mai 2022 cette année, le Right to Review Day, donc qui est d'inciter, en effet, sur cette journée, les différentes personnes aussi à réaliser des avis et à poursuivre la publication des avis, puisque c'est évidemment un enjeu pour eux. Alors, Le Bon Coin, il poursuit son développement. On sait que le Bon Coin s'est mis sur le tourisme. C'était juste au moment du Covid, un peu de choses près. Et donc, il poursuit à l'heure actuelle son développement. On a quand même sur la catégorie vacances à peu près 100 millions de visiteurs sur l'ensemble de l'année 2021. Et ils ont donc développé leur offre Vacances Connect, qui permet de se connecter avec le système de réservation présent sur les hébergements. Ils prennent une commission de 10%, mais qui était réduite à 0% pour les hôteliers depuis la période, donc sur toute la période du Covid, qui a duré jusqu'à fin août 2022. Donc, on ne sait pas encore exactement ce qui va en être par la suite. Mais sur un certain nombre de destinations,
ça devient vraiment un canal très, très utilisé, hein, et donc à regarder et à suivre de près. Et puis, je voulais quand même évoquer quelque chose d'un petit peu différent, mais qui est l'échange gratuit de logements. Il faut savoir que cet échange gratuit se développe. Home Exchange, qui intervient sur ce marché-là, a séduit déjà à peu près plus de 100 000 Français dans leur communauté. Et ils ont constaté un nombre d'échanges de maisons qui progresse et qui a été multiplié par 3,5 depuis qu'ils ont développé ces services en 2016. Donc, c'est quelque chose qui prend progressivement. Ça reste quand même limité à un certain type de clientèle, mais on voit ce nombre d'échanges de maisons qui progresse, en effet, chaque année. Et puis, Home Exchange est devenue société à mission. Et ça, c'est une nouvelle terminologie qu'on va retrouver d'ailleurs dans d'autres entreprises, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte vraiment les notions à la fois de durable et en l'occurrence, ils sont certifiés donc avec un label sur l'économie plus inclusive, équitable et régénérative. Donc, Home Exchange, donc c'est assez intéressant à voir. Et puis, un comparateur rassemble toutes les plateformes d'hébergement. Et là, c'est une initiative intéressante aussi à suivre, puisque Cozy Cozy a été créé en 2017, mais il est le seul comparateur qui rassemble toutes les offres d'hébergement. Donc, on va y retrouver à la fois Booking, Airbnb, Abritel, Gîtes de France, Expedia, etc. Et donc, il est en développement et il est en train de poursuivre son développement. C'est également une plateforme d'avenir. Alors, la réservation hôtelière, maintenant, on peut la trouver aussi sur Instagram. On a une start-up américaine qui a lancé une plateforme de réservation hôtelière via Instagram. Donc, aujourd'hui, ça fonctionne essentiellement sur des très grandes villes au niveau international. Mais là aussi, un phénomène intéressant à suivre. En fait, ça passe un peu comme des ventes privées, c'est-à-dire que l'internaute suit le compte de TripScout et puis il va passer un message direct sur un des comptes donc, qui a été mis en place, hein, qui peut être Hôtel ou Paris Explore. Voilà, il l'a fait aussi donc, par grande ville. Et il va pouvoir accéder à des offres très attractives. C'est sur le modèle donc, des ventes privées. Mais ça montre qu'Instagram fait également des tests comme ça de business et de réservation. Et puis, ils ont lancé Instagram ils étaient déjà devenus du guide local, j'en avais parlé la dernière fois, mais là, ils ont couplé leur guide local avec une carte interactive. Et donc, vous avez maintenant ce petit icône qu'on connaît bien avec Google Maps, hein, la petite goutte. Eh bien, si vous allez sur votre Instagram, vous voyez cette petite goutte, vous pouvez rechercher autour de vous ou bien autour d'une adresse que vous allez donner. Là, j'avais donné le château d'Angers et il m'a donné une carte interactive avec des lieux d'intérêt qui sont présents et qui notamment vont avoir un compte Instagram, on va avoir alors la distance, l'ouverture, on va avoir des photos et c'est donc une nouvelle fonctionnalité qui développe et qui vient un peu sur le terrain de Google Maps. Hein. On retrouve un peu ce fonctionnement et cette logique de la carte interactive et avec les adresses qui s'affichent. Un autre intervenant dont on avait parlé la dernière fois, c'est la plateforme Alentour, hein, qui est une plateforme qui est soutenue par la banque, la BPI, et qui regroupe un ensemble d'activités de loisirs à proximité. Donc, ils avaient été lancés il y a 1 an. Donc, c'était tout récent, ça venait d'ouvrir il y a 1 an. Et là, ils ont à peu près 10 000 activités qui sont proposées. Ils sont en train de développer leur présence avec des hébergeurs. Ils ont racheté un certain nombre d'entreprises comme Manawa, qui proposait par exemple des activités à sensation. Ils viennent de signer avec Tic-Tac, qui propose aussi des spectacles, des concerts, des parcs d'attractions. Leur idée, c'est de proposer un système qui fasse que des établissements, les hébergeurs, puissent proposer à leurs clients une liste complète d'activités et réservable immédiatement via le smartphone, d'où le fait qu'ils mettent en place des partenariats avec des systèmes où il y a des activités réservables, hein, comme aussi Booking Kit et Regiondo.
Donc, région d'eau qui fonctionne beaucoup sur les prestataires d'activités de loisirs et qui est développée dans un certain nombre de territoires. Ils se sont aperçus que les prestataires de loisirs avec lesquels ils travaillaient avaient souvent des difficultés à développer leur site web. C'est vraiment une préoccupation pour voilà, un prestataire qui est souvent seul, qui est prestataire d'activité, qui doit être donc un petit peu au four et au moulin. Et donc, ils leur ont proposé un créateur de site Internet. Donc là, c'est tout nouveau aussi. L'idée, c'est de pouvoir concevoir vraiment alors un site simple, hein, voilà, en 10 minutes chrono à partir d'un modèle drag and drop. Donc, c'est quand même, ça reste quand même assez basique au niveau de la présentation et l'esthétique. Mais il est optimisé pour être téléchargé rapidement, pour être disponible sur mobile. Et puis, bien sûr, il y a surtout le widget de réservation. Donc, l'idée, c'est voilà, plus d'avoir un outil qui permet de pouvoir rapidement faire les réservations avec Région d'eau. Et ils s'aperçoivent que le taux de transformation, évidemment, est tout à fait intéressant, hein, puisque ça complète bien le dispositif. Et dans le domaine des loisirs aussi, puisque c'est vraiment un domaine où il y a pas mal de choses qui se passent. L'année dernière, on avait évoqué aussi Decathlon Travel qui s'était mis en place. Et en fait, donc, ils ont enregistré leurs 2000 clients. Donc là aussi, c'était tout récent, hein, il y a un an. Donc, ça se développe progressivement. Ce dont ils s'aperçoivent, c'est quand même que les 2 tiers de leurs réservations sont sur la France, même s'ils proposent une quarantaine de pays. Hein, on a bien vu que la clientèle française, elle restait quand même beaucoup en France. La randonnée et le vélo, ça reste vraiment les valeurs sûres aussi, même s'ils proposent d'autres types de sports. La randonnée et le vélo, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis, sachant que leur fonctionnement, c'est vraiment une mise en relation avec des agences locales, des réceptifs locaux. Donc, ils ne font pas voilà, la réservation totale, c'est de la mise en relation. Chaque séjour, il y a l'impact carbone qui est calculé. Donc, on est aussi dans cette logique. Ils ont bien constaté que leur clientèle était une clientèle aussi qui était très attentive à ces problématiques-là. Alors, justement, puisqu'on ripe un peu sur ces problématiques de nouveau de tourisme durable ou responsable, j'avais évoqué certaines plateformes aussi. On voit que ça a évolué puisque GreenGo a repris l'année dernière, j'avais parlé aussi de Va au Vert, mais GreenGo a repris les activités de Va au Vert. Hein, donc, on assiste progressivement aussi à une concentration hein, de certaines de ces plateformes. Et GreenGo, donc, propose voilà, vraiment la réservation d'hébergement responsable. Ce qu'ils veulent, c'est être la plateforme la plus représentative, évidemment. Et surtout, c'est pour ça qu'ils ils essayent de grossir pour construire une alternative à des grandes plateformes, évidemment, qui sont les grandes plateformes américaines. Donc, leur commission est à 10%. Ils ont une forte présence sur Instagram et on verra d'ailleurs que c'est une constante un peu de toutes ces plateformes de tourisme responsable et durable, c'est cette forte présence sur Instagram. Donc, GreenGo, on a aussi WeGo Green qui, depuis 2020 aussi, propose des hébergements responsables et engagés. Alors, qui répondent vraiment à un ensemble de critères qu'ils ont établis, qui s'appelle le Green Score. Ils ont à peu près 1 millier d'hébergements en France et donc une forte présence sur Instagram, un éditorial très, très élaboré, une newsletter performante, très élaborée aussi. Et donc, voilà, ils sont, je pense, voilà, aussi sur un peut-être un créneau un petit peu, pas du haut de gamme, mais assez qualitatif sur ces hébergements responsables et engagés. Donc, une plateforme intéressante que je n'avais pas évoquée jusqu'à présent et qui est intéressante à voir. Et puis, une autre plateforme aussi qui est en train d'évoluer, c'est Ethicotel, qui est devenue Etiquetrips. Et donc, leur objectif, eux, c'est de travailler sur l'idée d'une plateforme collaborative d'accès au tourisme durable. Et en fait, ils ne présentent pas encore énormément d'hébergements, mais par contre, ils développent de plus en plus la partie blog, où ils partagent d'expériences
expérience. Voilà. Donc, de plus en plus, cette idée de communauté, de collaboratif et d'avoir comme ils appellent, les explorateurs qui vont retracer leur expérience locale et donner un certain nombre d'idées ou d'indications pour visiter des territoires. C'est intéressant. Et voilà, pour les territoires, ça peut être des choses à regarder. Donc, c'était notre petit point sur les grands acteurs. J'espère que voilà, tout va bien. Je ne sais pas s'il y avait, j'ai pas regardé s'il y avait des petites questions particulières. Tac, tac, tac. Juste concernant la plateforme Gringo dont tu viens de parler. Donc, oui, tout à fait. Donc, voilà, c'était bon. dans la logique des choses. Alors après, voilà, je cite pas non plus tout le monde parce que là, il nous faudrait une journée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, je voulais vous évoquer aussi ce dont on parle beaucoup, les dernières évolutions technologiques, hein. Le métavers, puisque maintenant le groupe Facebook, c'est Meta, et puis également pardon, je suis en train de perdre, voilà. Et ce qu'on appelle les NFT, voilà. Alors, qu'est-ce que tout ça? Alors, le métavers, eh bien, ça va être cette rencontre, en fait, entre la réalité virtuelle, hein. On a déjà, ça fait déjà quelques années hein, qu'on parle de réalité augmentée, de réalité virtuelle, qu'il y a un certain nombre de matériels qui sont testés. Et là, c'est cette rencontre entre cette réalité virtuelle, des territoires virtuels et un réseau social virtuel. D'où l'intérêt, évidemment, du groupe Facebook Instagram pour le métavers et donc leur changement de nom pour Meta. Donc, ça veut dire que ça va être un espace virtuel que l'on peut visiter en interagissant avec les objets et les personnes qui s'y trouvent. Alors, certains d'entre vous avaient peut-être connu j'ai oublié le nom, ça me reviendra. Du système justement d'espace virtuel qui avait été mis en place à une époque avec les avatars Second Life, voilà. Mais voilà, on est un petit peu dans cet esprit-là, sauf que voilà, les choses ont évolué, les technologies ont évolué. Les utilisations peuvent être diverses, hein. On voit d'ailleurs, il y a une grande campagne qui est payée notamment par le groupe Meta hein, pour diffuser ces informations-là. Ça peut s'utiliser pour la santé, voilà, pour simuler des opérations chirurgicales, pour la culture, pour l'éducation. Enfin, il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles ça peut être utilisé. Dans le tourisme, on va retrouver la notion d'espace virtuel, justement, de lieux, de stations, de villes touristiques, de sites touristiques, d'événements, pourquoi pas. Puisqu'on peut aussi voilà, faire des événements en métaverse. Et on parle de jumeaux virtuels. Donc là, un exemple, c'était cette visite de l'ASCO hein, qui a été proposée l'année dernière à la Cité de l'Architecture à Paris, où on pouvait visiter véritablement le jumeau virtuel de l'ASCO. Et vous voyez donc que les personnes sont équipées, ils ont un équipement et donc c'est assez amusant à voir. Je vous ai mis la vidéo parce que vous pouvez voir qu'à certains moments, ils vont se mettre à quatre pattes ou ils vont ramper, ils vont être en train de vivre réellement une visite des grottes où ils vont regarder vers le ciel. Enfin voilà. Donc ils sont pleinement, c'est totalement immersif. Et puis ce qu'on évoque avec les NFT, c'est ce qu'on appelle un non-fungible token, c'est-à-dire ça ne peut pas être échangé, ce n'est pas fongible. C'est donc un fichier numérique et auquel on a attaché un certificat d'authenticité. Et donc, c'est lié aussi à ce qu'on appelle la blockchain, qui permet justement de sécuriser totalement. Donc, on a un fichier crypté stocké sur la blockchain. Donc, c'est voilà, une nouvelle façon aussi de pouvoir alors, certifier des objets ou vendre des objets. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le premier NFT, il avait déjà été créé il y a déjà quelques années, hein, 2014, donc ça a presque 10 ans, presque. En 2021, on a cette œuvre dont tout le monde a un peu parlé, qui s'est vendue près de 70 millions de dollars. Donc, on voit évidemment des œuvres d'art aujourd'hui arriver sur le NFT. Parce que ça peut être aussi bien une peinture digitale, ça peut être une photo, ça peut être un élément de jeu vidéo, ça peut être un ticket pour un événement, ça peut être un film ou un fichier audio, ça peut être un objet virtuel, voilà. Donc, le NFT, ça va être voilà, un objet. Il y a même aujourd'hui voilà, une première compagnie aérienne qui a vendu des billets en NFT, mais c'était des billets pour une date particulière avec un événement
et donc ça comprenait à la fois le billet, l'événement, et les personnes donc ont acheté ce billet et il était totalement donc sécurisé, personnalisé. Alors, dans le métaverse, Benidorm, ça a été la première ville touristique à se lancer dans le métaverse cette année, en 2022. Ils ont mis en ligne leurs jumeaux virtuels en mai. Et leur idée à eux, et c'est pour ça que les utilisations peuvent être très variées, hein, ça dépend de la stratégie en fait qui est recherchée. Pour eux, c'était développer la clientèle jeune, se faire connaître auprès de la clientèle jeune, et donc ils ont développé en fait cette ville virtuelle en direction de joueurs, hein, qui sont présents sur Steam, qui est une plateforme de jeu voilà, qui enregistre 140 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc voilà, on retrouve, et on avait évoqué un petit peu ça la dernière fois avec aussi ces choses, voilà, ces expériences qui étaient menées avec les plateformes de jeu déjà. Et puis Cannes, ça a été une des toutes premières villes touristiques aussi à lancer une action avec des NFT, donc ces fameux jetons numériques. Et donc, ils ont numérisé 11 sites touristiques sous forme de NFT. Ils les ont mis aux enchères à l'occasion d'un grand festival qui était justement sur ces systèmes de créativité un peu numériques. Et puis, sachant voilà, que cette numérisation des 11 sites, ils peuvent être ensuite implantés dans n'importe quel univers numérique, mais les gens qui les ont achetés en sont les propriétaires. Et une partie des fonds récoltés viendront abonder la Fondation Cannes. Donc, je n'ai pas plus d'éléments après sur les retours, les retombées, puisque c'est quand même assez récent encore. Et une autre ville qui a lancé, l'Office de tourisme de Dunkerque, a lancé aussi une action en partenariat, et donc avec une société spécialisée vraiment dans le métaverse, qui est d'ailleurs intervenue au e-tourisme à Pau la semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière. Et également avec un couple d'influenceurs, les Moonwalkers. Donc, leur principe, c'était de créer des NFT par des artistes locaux, des pièces qui sont à collectionner pour récompenser des clients. Voilà. Des événements ou des services exclusifs. Et donc, ils envisagent de créer d'autres NFT pour la période du carnaval. Donc, voilà, c'est expérimental encore. Donc, ils sont en train d'expérimenter ça. Leur idée pour eux, en tout cas, c'est plutôt de la fidélisation de clients. C'est de récompenser des clients pour leur confiance et de fidéliser des clients. Donc, voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Voilà, rapidement sur un premier aperçu. Et bien sûr, ce sont des choses à suivre dans le temps pour voir de quelle manière ceci va évoluer. Pardon. Alors, j'en viens aux nouvelles pratiques et attentes des consommateurs. Et quelques points donc, on va retrouver, mais par contre, auparavant, voilà, je vais vous proposer de participer et donc de pouvoir aller sur cette application. Alors, je vais même vous donner un lien direct, ça ira encore un petit peu plus vite. Donc, je vais le partager dans le chat. Alors, hop, pour tout le monde. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur, voilà, en cliquant ce lien, vous pouvez aller sur Klaxoon. Alors, vous pouvez le faire aussi avec votre portable. Je vous ai mis aussi un code, un QR code. Et puis, vous avez un code, voilà, qui est ce code, voilà. Si jamais vous en avez besoin, normalement, avec le lien, vous pouvez rentrer directement. Sinon, vous pouvez aussi aller sur juste ceci et ensuite, vous allez ensuite saisir le code. Donc, les deux sont possibles. Voilà, je vous donne aussi celui-ci et avec le code que je reprends, 5NQDF63. Voilà. Donc, je vais arrêter mon partage et aller sur Klaxoon. Hein, c'est à votre disposition. Donc, je vais aussi reprendre. Voilà, je vais m'y mettre pour qu'on y soit tous ensemble. Voilà. Et donc, voilà, vous pouvez voir le tableau. Donc, ce tableau, je le laisserai ouvert après. Donc, vous pourrez continuer à mettre un certain nombre d'évolutions que vous avez constatées pour cette saison de la part de vos clientèles. Je pense que c'est intéressant voilà, qu'il y ait ce partage.
C'est quelque chose qu'après, ce tableau, je vais le réintégrer dans le support. Il sera donc à disposition de tout le monde et vous pourrez donc tous y avoir accès. Alors, pour écrire quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur le petit rond, voilà, où il y a écrit « plus » et vous avez, voilà, une idée que vous pouvez ensuite publier avec le petit élément « j'envoie une idée ». Voilà. Hein, donc, voilà comment ça fonctionne. Donc là, je peux la supprimer. Mais voilà, vous avez petit plus ici. Donc, je ne sais pas si tout le monde y a accès. La dernière fois, ça avait bien marché, l'année dernière. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de souci pour vous. Est-ce que, voilà, vous y avez accès? Vous pouvez indiquer, voilà, première tendance qui arrive, la canicule a rendu les touristes très casaniers. Oui, et d'ailleurs, oui, j'ai vu qu'il y avait eu des remarques aussi sur le fait qu'il y avait eu des activités un peu en baisse en raison de ce casanier. Toujours plus de vélos. Oui, complètement, je vais y venir. Toujours de la dernière minute. Ah, où est le compost? Oui, bah ça fait partie voilà, des pistes aussi. Mais est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous l'a demandé? Où était le compost? C'est les clients qui vous en font cette demande? Je ne sais pas. Vous pouvez mettre ça dans le chat si vous voulez pour compléter. À très forte progression de l'audience web. D'accord. Où est le compost? Oui. C'était le oui qu'elle est avec où est le compost. Donc, les clients, en effet, se préoccupent de composter. Voilà, si j'ai bien compris. Peu de dépenses, de petits plaisirs. Oui, j'ai eu ces échos-là aussi. Ah, le Nord, future destination à succès. Ah, bah, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce qu'il commence à faire chaud aussi. Chez eux, je crois que... Par des cyclotouristes, oui. Ah, prennent moins de papier, moins de doc. Ça, ce sera une tendance en effet à suivre. Utilise le QR code. Pareil, avez-vous un système de récupération des eaux fluviales? Ah, on a des clients de plus en plus éco-sensibles. Beaucoup de vélos, mais surtout électriques. Oui, forte demande de VAE. Je crois qu'on a ça un petit peu partout également. Réservation de dernière minute, ouais. Moins de consommation inutile, hein, on retrouve ça avec le peu de dépenses et petits plaisirs. Donc, je vous laisse continuer. Plus de demandes de liens. Ils veulent plus de cartes pour utiliser les voies douces. Ouais, on retrouve ça avec le côté. Voilà, je vais mettre ça sur le côté. Plus de demandes de liens apéro, mais chut. Faut pas le dire trop fort. Et l'apéro, oui. Recherche d'offres éco-responsables. Oui. Tourisme vert, vacances au calme. Oui. Sensible à l'environnement pour certains, mais peu de déchets pour d'autres. Oui, parce que ouais, il y a aussi cette dichotomie. Voilà. On a des personnes qui sont très sensibilisées et d'autres pour lesquelles, ma foi, ce n'est pas encore quelque chose de très important. Hein. Donc, la sensibilisation n'est pas encore généralisée. Donc, bah, écoutez, je le laisse ouvert. Vous pouvez continuer à mettre des choses. Voilà, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure pour voir ce qu'il y aura. Et ce qui me semble intéressant, voilà, c'est d'avoir ce partage qu'on évoque ensemble aussi. Les tendances. Nous recherchons sur Google. Oui, nous recherchons sur Google. D'où l'intérêt de veiller à toujours mettre à jour nos horaires. Et oui, c'est ce qu'on évoquait, la fiche Google My Business. Se servent des OTA pour aller sur site internet en direct. Oui, je vais l'évoquer, en effet. Il y a en effet cette évolution-là. Et certains ont repris leurs mauvaises habitudes. Alors, je ne sais pas quelles sont toutes ces mauvaises habitudes, mais alors plus de réservations Booking que Airbnb.
Alors là, je ne sais pas si c'est généralisé pour tout le monde, mais voilà, c'est en tout cas une observation. Et retour de vacances à l'étranger, oui, il y a aussi, voilà. Mais de la même manière, on a aussi un retour d'étrangers qui viennent chez nous. Et puis, les vacances à l'étranger sont restées quand même limitées. On n'est pas encore au niveau de l'avant-Covid. Alors, je vais juste arrêter le partage pour pouvoir poursuivre et pas trop décaler le timing. Mais voilà, n'hésitez pas à continuer à partager. Et donc, c'est quelque chose que j'intégrerai complètement dans le support. Et puis, si on a un petit temps derrière, on aura l'occasion d'échanger. Alors, petit rappel des points clés. Toujours, c'est 3/4 des Français qui préparent leurs vacances sur Internet. Voilà, les données sont toujours un peu identiques, avec près de 60% qui réservent en ligne tout ou partie de leur séjour. Et puis, voilà, 67% qui utilisent leur smartphone ou leur tablette. On a vu que c'était en effet dominant aujourd'hui. La croissance des ventes directes se poursuit, c'est ce que vous venez d'indiquer. Oui, suite au constat qui avait déjà été effectué en 2020 et 2021, la tendance à la hausse des réservations directement auprès des hébergeurs se confirme. Pour preuve, on a cette étude, cette récente étude de Coach Omnium, qui a partagé, d'ailleurs, j'ai vu passer ça aussi dans un post, c'était sur LinkedIn, je crois, c'était Jocelyn de la Sarthe, je lui dis bonjour s'il est là. Donc 70% en direct auprès de l'établissement en 2022 pour 30% en 2017. On a donc une utilisation plus forte de la réservation en direct. Cette croissance, on le sait qu'elle s'est expliquée notamment par un besoin de proximité, de sécurisation, et c'est notamment les plus de 50 ans. Voilà, il y a quand même aussi une séparation entre les plus jeunes qui restent encore très plateforme et les clientèles un petit peu plus âgées qui vont vraiment privilégier le direct. Et donc, un rappel que je fais, c'est pour développer les réservations directes, il faut évidemment que vous ayez un site optimisé, votre vente en ligne, l'utilisation de Google My Business à fond. Donc, tout ça, de l'optimisation pour réserver, et c'est un des points justement qui fera l'objet de formation. Donc, n'hésitez pas à revenir sur le programme. C'est l'idée, c'est vraiment d'optimiser au maximum pour la réservation directe. Sur la réservation, j'évoque chaque année aussi le système régional, j'ai oublié le dispositif régional qui vous est proposé, IRESA, et dont on voit qu'elle favorise justement la vente directe auprès des prestataires qui, notamment, ne sont pas toujours équipés et qui, comme ça, bénéficient via IRESA de modules qui leur permettent de mettre en place cette réservation. On voit qu'en effet, vous avez 83% du chiffre d'affaires généré qui est réalisé en vente directe, c'est-à-dire sur les sites Internet des prestataires qui sont équipés de l'outil du dispositif IRESA. Donc, point intéressant à constater et qui est complètement en lien avec cette vente directe. Et donc, voilà, on rappelle juste que ce dispositif régional est partagé avec les agences départementales du tourisme partenaire, que ça déploie donc un système développé par la société Alliance Réseau, et vous avez le lien vers toutes les informations si vous souhaitez éventuellement en savoir plus. Alors, confirmation des tendances aussi constatées depuis 2020. La dernière minute, je ne l'ai pas repris, mais en effet, vous l'avez repris ici. Et puis, les conditions de réservation et d'annulation. Même si maintenant, on n'est plus dans la crise Covid, on est moins. Et donc, il y a quand même cette demande qui reste très forte des conditions de réservation et d'annulation. Donc, vous avez ici un sondage qui a été fait par la Tourlane en 2022 qui dit que 38% des Français continuent d'opter pour des conditions de réservation flexibles, et ça fait partie des demandes vraiment fortes d'un des critères de choix de la réservation. On a des clientèles qui sont en effet encore attentistes, qui attendent la dernière minute, qui ne s'y prennent pas trop à l'avance. Ils sont soumis, en fait, on le voit dans les analyses qui avaient été faites sur les intentions des départs de Français pour l'été 2022. C'est la contrainte financière qui domine, et notamment pour le transport. Donc, vous voyez que le premier frein pour ceux qui n'avaient pas encore décidé de leurs vacances, c'était le prix du carburant, qui était trop élevé, à 34%. Et donc, ce prix du carburant, il était déjà cité en avril. Qu'est-ce qui va en être
maintenant, aujourd'hui et demain. Hein. Donc, vraiment, ce point est un des points clés. Et les clients, donc, ça a été confirmé voilà, par le directeur commercial Vacances Le Bon Coin, qui dit les clients réservent plus tard ont plus de mal à réserver un long séjour. Le pouvoir d'achat et le prix de l'essence sont pour nous les facteurs en cause. Hein, donc, propos du Bon Coin. Et ces contraintes financières, elles ont été ressenties aussi par vous tous sur le terrain, pendant la saison estivale, des budgets plus restreints, la chaleur qui a pénalisé certaines activités, les conditions climatiques voilà, ont impacté l'été, perte de fréquentation sur les loueurs de canaux et hausse significative dans les grottes. Bien sûr, il est fait plus frais. Impact sur certaines activités de plein air ou du patrimoine. Voilà. Donc, l'Office de tourisme de la Baule aussi qui exprime voilà, des visites guidées voilà, un petit peu en diminution. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui a remis le micro. Si c'est possible de le recouper, ce serait super. Ce qui nous évite de voir le son. Voilà. Donc, des contraintes financières voilà, que vous avez retrouvées sur les dépenses qui étaient un peu moindres. Et c'est vrai que ça veut dire qu'il y a une réflexion aujourd'hui plus que jamais pour bien affiner sa politique tarifaire. Là aussi, des données très récentes de l'INSEE, les prix ont augmenté de plus 13% dans les hôtels depuis 2019 et de plus 8% dans les cafés, bars, restaurants. Au-delà même de l'hébergement et de la restauration, il constate au niveau de l'INSEE que la hausse des prix par rapport à 2019 concerne l'ensemble des produits. En plus, dans le contexte d'inflation sur lequel on est maintenant, ça va être un élément extrêmement important. Ce qui veut dire que travailler la politique tarifaire, vraiment pour être bien adapté à sa cible, selon les offres qu'on propose, la saisonnalité, c'est une clé de réussite. Et c'est pour ça voilà, que deux formations ont été proposées, hein, l'une de niveau 1 et l'autre de niveau 2, pour travailler ces politiques tarifaires. On sait que c'est un enjeu important et très fort de réussite, en tout cas. Alors, de l'espace du plein air, beaucoup de vélos. Vous l'avez signalé, voilà, le vélo et le recherche d'espace. 68% des vacanciers recherchent une destination, ils peuvent passer du temps à l'extérieur. Voilà. Donc, intérêt fort pour les balades, randonnées, etc. Et avec le vélo toujours à la hausse. Pour un rappel, voilà, 40% des vacanciers pratiquent le vélo en vacances. On a eu une hausse de la fréquentation des itinéraires depuis 2019 qui est très, très forte. Et le VAE, vous le signalez, représente 50% des ventes de cycles. Donc, la demande est aujourd'hui extrêmement forte sur le VAE. Alors, se reconnecter aussi, en famille ou entre amis, ça reste une des grandes tendances fortes. Et donc, recité par exemple par l'étude Abritel, la 2022, il y a près de 9 Français sur 10 qui affirment apprécier plus qu'avant les vacances, tous ensemble, en famille, entre amis, se reconnecter, passer de bons moments ensemble. Et donc, c'est cette étude de 2022 qui le rappelle. Et ce qu'il rappelle aussi, c'est que les animaux de compagnie sont considérés comme faisant partie intégrante des familles. Et il y a des voyageurs, en effet, qui recherchent des hébergements qui les acceptent. Ce qui fait que donc, ce sont des critères qu'il faut évidemment prendre en compte si jamais... c'est votre cas, c'est très recherché. Il y a des clientèles qui sont vraiment en recherche pour partir avec leurs animaux de compagnie. La montée des recherches pour le tourisme responsable, hein, on a vu que voilà, on a cette tendance, ces questions qui sont posées. Alors, il y a une étude qui a été réalisée par VisiBrain sur Instagram en juin 2022 qui met en évidence vraiment la progression très importante des recherches en lien avec le tourisme responsable. Et vous voyez ici tous les hashtags, ça peut vous donner des idées d'ailleurs hein, d'utilisation de hashtags si vous êtes, voilà, si vous proposez des offres de ce type. Voilà, les hashtags tourisme durable, écotourisme, tourisme responsable, voilà, qui sont très utilisés. Et Google a constaté la même chose. Il avait déjà, au moment du Travel Meetup de 2022, indiqué que les requêtes agences de voyage éco-responsables, transport éco-responsable, hôtel éco-responsable, avaient connu des hausses aussi importantes. Donc, on voit qu'en effet, il y a cette montée de recherche. Et puis, toujours selon l'étude VisiBrain, il y a des destinations qui semblent marquer davantage les Instagrammeurs. Donc, ils ont fait un peu le top 10 là, des destinations qui sont les plus, sur lesquelles il y a le plus de likes autour justement des hashtags durables, enfin des posts durables. Et donc, c'est intéressant à regarder. Ça veut dire que voilà, dans la réflexion,
C'est pour ça que je vous indiquais ce nuage de hashtags. Il y a une réflexion à avoir aussi sur les offres à proposer. Et puis, une quête de sens et d'authenticité. Toujours, 56% des voyageurs français souhaitent vivre des expériences authentiques, représentatives de la culture. Alors, même si, voilà, entre ce qu'ils souhaitent vivre et puis après, une fois sur place, ils vont peut-être faire beaucoup de farniente aussi. Mais il y a cette notion de recherche, quand même, de vivre des choses authentiques. Et près de 71% des jeunes Français souhaitent que leur argent profite aux locaux. Donc, on a aussi cette conscience qui est de plus en plus forte, notamment chez les clientèles jeunes. Donc, c'était les grandes tendances qui recroisent. Voilà, c'est pour ça que c'était assez intéressant que vous puissiez aussi indiquer tout ce que vous avez constaté en termes de tendances et qu'on puisse les partager. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur les évolutions de la communication touristique ? Alors, un premier aspect, c'est un tableau un peu touffu. Vous aurez l'occasion de le regarder un peu à tête reposée. C'est simplement la façon dont le client passe de l'anonyme à un prospect, et puis à un client, et puis à un ambassadeur. Et finalement, toute la chaîne relationnelle où il faut être présent et efficace. Donc, être présent et efficace en visibilité, être présent et efficace en séduction par rapport au texte et au visuel qu'on va mettre, être présent aussi pour convaincre avec aussi des services qu'on propose, des fonctionnalités, arriver à convertir par le fait qu'on a un site web qui vraiment convertit bien avec des bons appels à l'action, une réassurance, un tunnel de conversion, et puis derrière pouvoir fidéliser, susciter la prescription, etc. Donc, c'est vraiment les enjeux complets de la chaîne relationnelle. Par rapport à ça, donc, il y a un certain nombre là aussi de formations qu'on a essayé de mettre plutôt sur l'automne, justement, pour travailler les dispositifs web à l'automne, qui sont justement sur ces problématiques d'optimisation de site web, de référencement, de stratégie de contenu, de travailler des contenus performants. Voilà. C'est des choses essentielles. Et puis l'emailing, pour susciter la prescription, fidéliser, l'emailing qui reste l'outil performant par essence. Donc, ça veut dire que la communication, elle est centrée, mais elle est centrée par rapport à vos cibles. C'est-à-dire que le premier point, c'est quelles sont, évidemment, les clientèles que je choisis de toucher, le profil de clientèle choisi. Et puis derrière, on va en effet avoir la totalité du déroulé que je ne vais pas reprendre ici, vous pourrez le voir là aussi tranquillement. Se faire connaître, donner envie, faire acheter, valoriser sur place, fidéliser. Donc, quels sont les points clés qui sont à travailler en termes de web, de réseaux sociaux et également d'emailing pour arriver à boucler cette chaîne et à être le plus efficace et le plus performant possible. Et c'est d'autant plus, dans l'idée aussi d'un numérique responsable, c'est d'autant plus important aujourd'hui de bien cibler. Il vaut mieux faire peu de messages, mais bien adressés que trop de choses. Alors, les réseaux sociaux, ils continuent leur évolution. On a quand même des progressions qui continuent sur TikTok. On va en reparler. Instagram, un petit peu Facebook. Et puis, par contre, un tassement sur Twitter et un petit tassement sur Pinterest. Donc ça, c'est les grandes évolutions. Je vous ai remis ici aussi ces panneaux qui sont bien faits, qui sont j'ai oublié le nom. Du e-commerce et qui donne des indications utiles et intéressantes. Je ne vais pas les reprendre ici en présentation, mais ça vous permet d'avoir une petite idée aussi des points clés pour Facebook et pour Instagram. Sur Instagram, j'avais juste un ou deux points à reprendre. C'était les stories, les reels, c'est toujours performant pour animer vos audiences. Donc, avec des contenus inspirants qui mêlent des photos, des textes courts, des vidéos, des questions. Donc, on n'a pas mis de formation là, cet automne sur Instagram, mais à voir si vous êtes demandeur, il faut le faire savoir aussi pour voir si on remet un certain nombre de choses sur le début de l'année. On a privilégié, je dirais, toutes les parties vraiment dispositifs web, etc. pour l'automne. Instagram, ça vous permet aussi, vous avez vu tout à l'heure la carte interactive, et ben vous pouvez l'ajouter, cette carte, à vos guides.
hein. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire vos guides, la fonctionnalité guide qu'on avait évoquée l'année dernière, pour donner vos bonnes adresses sur votre compte, mais vous pouvez les positionner sur une carte interactive. Donc ça, c'est un service plus pour votre audience sur Instagram. Donc, vous pouvez le regarder. Ça peut être tout à fait intéressant. Et je voulais juste évoquer un petit peu plus TikTok. Il y a un élargissement de TikTok, même si les utilisateurs quotidiens restent jeunes, on a une audience quand même globale qui a un peu vieilli, puisqu'on a quand même 53% des utilisateurs qui ont plus de 30 ans. Donc ça va vers le vieillissement. Vous avez ici d'ailleurs les tranches par âge, ici, que j'ai spécifié dans ce petit graphe. Et sinon, ce qu'on voit aussi, c'est que TikTok, c'est là où il y a le taux d'engagement le plus élevé de tous les réseaux sociaux. On est à 8,7% d'engagement. Engagement, ça veut dire des gens qui en effet réagissent, qui like, qui commentent, etc. Pour 1,4 sur Insta et plus que 0,3 sur Facebook. Donc, on n'a pas, vous voyez, l'engagement, il est fort. Et donc, on a des performances fortes, évidemment, pour certains types de structures. C'est en lien avec des clientèles qui sont quand même bien présentes sur TikTok ou qui sont amatrices. Donc, le Puy du Fou, ils ont doublé leur nombre d'abonnés depuis l'année dernière. Et ils ont presque triplé les engagements. Donc, on a vraiment quelque chose de très fort là au niveau du Puy du Fou. On voit par exemple ici la galère, la galère vue du ciel a été vue 370 000 fois. Voilà. Donc, on a des scores très forts. Mais les campings commencent à progresser sur TikTok, puisque voilà, ils peuvent avoir une clientèle aussi assez jeune, ça va dépendre des campings. Et on voit ici ce camping Bel Air à Pornichet, dont j'avais parlé l'année dernière. Ils ont 284 abonnés pour 88 l'année dernière, 2427 j'aime pour 292 en 2021. Donc, on voit que c'est en train de prendre et de progresser. Et vous avez celui-ci en Vendée, la Grande Métairie, qui obtient de très belles audiences. Ils ont fait un TikTok de démarrage de saison en musique, voilà, en dansant et en musique, qui a été vu plus de 200 000 fois. Donc, presque l'équivalent du Puy du Fou. Bravo, c'est quand même des choses qui sont à noter. Et puis, les destinations s'emparent aussi de TikTok. On a l'exemple ici de Saint-Nazaire Tourisme qui a développé pas mal de choses. Au plan national, on a l'île de la Réunion qui a développé une véritable stratégie sur TikTok avec beaucoup de succès. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. On retrouve aussi sur TikTok bon nombre de stations de sport d'hiver puisqu'ils ont une clientèle assez jeune. Il y a des vraies opportunités pour les zoos, les parcs animaliers, les acrobranches, les centres nautiques, voilà, certains restaurants, ça dépend de leur clientèle. Donc, des choses intéressantes à regarder. C'est pour ça qu'on a aussi proposé cette première formation. Et c'est vrai que si ça vous intéresse, on pourra en envisager peut-être d'autres. Et puis, je voulais faire un petit rappel sur la vidéo 360 à portée de main. J'en avais un peu parlé déjà la dernière fois. Ça vaut le coup de regarder. Il y a des caméras aujourd'hui à prix abordable qui vous permettent à vous de faire déjà des petites vidéos simples à 360. Voilà des choses qui peuvent vous permettre d'étonner, de séduire vos clients. Il y a des choses qui peuvent se regarder. Je vous ai mis ici les noms de 2 caméras. Voilà, les Insta 360, la GoPro Fusion 360. Voilà, des choses à regarder pour faire des choses sympas. Et dans les réseaux, il nous reste LinkedIn aussi, qui devient un outil pro vraiment à prendre en compte. Il est lui aussi, il est en développement, il a développé beaucoup de fonctionnalités vraiment performantes et il est extrêmement utile pour vos relations professionnelles, pour travailler en B2B, pour le MICE, pour tout le secteur du tourisme d'affaires, pour valoriser votre marque d'entreprise, pour recruter aussi les emplois qualifiés. Donc, on a des choses vraiment très, très intéressantes là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y aura cette formation aussi à Angers sur LinkedIn pour recruter, puisqu'on sait que le recrutement est aussi un des gros problèmes constatés par beaucoup de professionnels cette année. Et le podcast, que je voulais évoquer aussi en termes de communication, puisque le podcast va capter de plus en plus d'audience de tourisme et voyage. C'est particulièrement adapté pour des destinations, des sites touristiques. Et donc, je vous ai mis ici une liste de podcasteurs voyage qui peuvent être écoutés, qui sont intéressantes à écouter, ça donne une petite idée. Et puis, on a des médias qui se spécialisent aussi dans la réalisation de podcasts immersifs. L'exemple de Bobine ici, voilà, c'est un secteur également qui est en pleine évolution.
Alors, pour pas trop tarder, parce que Céline est arrivée de Saint-Jean-de-Mont et je souhaite vraiment qu'on puisse partager son témoignage avec elle. Les derniers points des grandes conséquences et enjeux pour 2023. Vous avez noté, il y a un point, voilà, s'engager dans un tourisme responsable. Je pense que aujourd'hui, à la fois pour des raisons individuelles, collectives, c'est un élément important, en tout cas à réfléchir. C'est s'appuyer aussi sur votre identité, vos valeurs, vos offres. Il faut que ce soit véritablement quelque chose on n'est pas là pour faire du greenwashing, donc il faut que ce soit vécu. Les revendiquer, en faire une force distinctive, je pense que c'est un point clé. Ensuite, pouvoir évaluer les actions pour baisser son empreinte carbone, penser des marges de progrès. Hein, les choses ne se font pas en un jour, donc il y a des choses qui peuvent, voilà, des actions simples ou des actions un petit peu plus complexes à mener. Et puis, toujours, et ça je l'avais déjà évoqué l'année dernière, ce travail en réseau qui va permettre de pouvoir voilà, co-créer, donner du sens pour un tourisme plus responsable sur la station. Oui, je crois qu'il y a ces éléments-là. À la fois, ce qui fait votre force, vos identités, vos valeurs, vos propres engagements et votre force, et puis le travail en réseau. Et c'est très complémentaire. Et puis, prendre soin de cette ressource vitale pour le tourisme, sans lequel le tourisme n'est rien, c'est l'humain. Et l'humain, à tous les niveaux, l'humain, c'est les collaborateurs. Et on voit en effet la difficulté qu'il y a aujourd'hui pour les entreprises qui ont besoin de collaborateurs, de pouvoir les recruter et les fidéliser. Donc, les collaborateurs, les clients, l'ensemble des acteurs du tourisme sur le territoire, les habitants. Oui, l'humain, c'est véritablement ce qui est au cœur du développement touristique. Et d'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui en auront la possibilité, il y a les francophonistes de l'innovation du tourisme. Hein, c'est un petit groupe voilà, qui se réunit depuis quelques années pour travailler sur différents thèmes. Et leur thème cette année, c'est les transformations humaines dans le tourisme. Et ils ont prévu un live voilà, pour leur conférence plénière qui a lieu demain soir. Donc, vous voyez qu'on est en plein dans la préoccupation, vraiment, du moment. Alors, je vais vous mettre un autre petit lien pour partager aussi vos projets. Donc, ça va être un autre lien. Donc, j'arrête le partage pour l'instant et je vais vous partager ce lien qui est différent. Hein, c'est un autre... Alors, attendez, parce qu'il faut que je m'y retrouve. Là, j'ai juste une petite seconde. Je ne retrouve plus mon klaxon. Bon, d'accord. Ah, il est caché dessous. Voilà. Donc, voilà. Et les messages. Voilà, saisir le message. Voilà. Donc, je vous envoie le lien immédiatement. Hop. Voilà, j'y arrive. Donc, l'idée, c'est de mettre, voilà, peut-être les 1, 2, 3 projets que vous avez en tête. Je vais vous redonner aussi l'autre, voilà, si jamais vous avez besoin de l'autre, pour vous connecter. Et donc, voilà, émettre vos projets et ce qui constitue vos projets pour le futur. Pour la fin 2022 et 2023 surtout. Donc, vos projets clés, ce que vous souhaitez arriver à mettre en œuvre pour cette année. Et je vais en profiter pour, pendant que vous arrivez sur le board, que je vais montrer tout à l'heure, à retrouver Céline de Saint-Jean-de-Mont pour partager son témoignage sur la manière, voilà, je vois que Céline arrive.
la manière dont le développement durable et responsable a commencé à être bien travaillé au niveau de Saint-Jean-de-Mont. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez. Françoise, on vous voit. Vous avez dû bouger votre caméra. Oui, j'ai bougé. Oui, c'est bon. Tout à fait. C'est mieux. J'étais en train de chercher en effet quelque chose. Et en même temps que je cherchais, j'ai bougé la caméra, ce qui n'était pas une très très bonne idée. Voilà. Donc, Saint-Jean-de-Mont a commencé à engager, je crois, une démarche RSE. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste et finalement, comment ça fonctionne à votre échelle, ce qu'on appelle une démarche RSE? Alors, oui, alors, sachant qu'il y a toute une genèse derrière tout ça, on ne s'est pas dit un matin en se levant, on va se lancer dans la RSO, puisque du coup, nous, c'est une démarche RSO, puisque on n'est pas une entreprise, on n'est pas considéré comme une entreprise, mais une organisation. Voilà. Donc, responsabilité sociétale des organisations. Il y a tout un passif, entre guillemets, un historique qui explique cela, puisque déjà, avant la fusion, donc nous, on est structuré, fusionné depuis 2017. Donc, avant cette fusion, les offices de tourisme avaient déjà mené certaines actions, notamment au niveau de Saint-Jean, puisque la démarche environnementale avec les professionnels de la destination, qui s'appelait EMA, avait vu le jour en 2006, me semble-t-il. Donc, il y avait déjà un groupe de professionnels engagé, une vingtaine de pros à peu près. Quand nous, on a fusionné, quand du coup la fusion s'est opérée, on a repris cette démarche environnementale et on a agrégé les professionnels qui souhaitaient en plus rentrer dans la démarche qui était sur les autres communes. Donc, du coup, on a ce collectif-là de professionnels sur la destination, donc ils sont 25 à peu près aujourd'hui. Si vous voulez aller voir, sur le site internet, on a une page qui est dédiée dans le pays de Saint-Jean-de-Mont, nos démarches. Il y a une page qui est dédiée pour expliquer un petit peu les actions qu'on mène avec eux. Et donc, on mène différentes actions collectives et on travaille avec eux chaque année sur un plan d'action annualisé qui leur permet ou non d'intégrer la démarche, sachant qu'on n'est pas du tout sur un principe ou de label ou de classement où c'est oui-non. Là, on est vraiment sur une démarche progressive et d'amélioration continue. Un pro qui vient nous voir, on fait le point avec lui, un état des lieux de ce qu'il va faire sur différentes rubriques. On a la politique d'achat, on va avoir l'économie d'énergie, l'économie d'eau, on va avoir tout ce qu'il fait sur la partie numérique, tout ce qu'il fait sur la partie biodiversité, etc. Et donc, du coup, on recueille un petit peu tout ça, on analyse tout ça, et puis on voit les marges de manœuvre, parce que du coup, tout le monde fait bien souvent, aujourd'hui, sachant que dans les classements, la plupart des classements d'hébergement aujourd'hui intègrent une valeur environnementale. Donc, beaucoup ont déjà de toute façon mis en place des choses, mais ne communiquent pas forcément dessus. Et on voit avec eux un petit peu comment on peut avancer sur ce plan d'action pluriannuel qui est un petit peu leur tableau de bord, on va dire, parce que du coup, en le reprenant, ah bah oui, c'est vrai, on avait dit qu'on ferait ça l'année prochaine. Voilà, c'est aussi un petit tableau de bord, plan d'action pour eux. Et en parallèle de ça, on a des actions collectives qu'on mène, on y reviendra peut-être après, mais par exemple, le nudge qu'on a mis en place, les actions de nudge qu'on a mis en place cette année, étaient dans ce cadre de la démarche engagée pour une destination durable. Qu'est-ce que c'est le nudge? Qu'est-ce que c'est le nudge? Qu'est-ce que c'est le nudge? Le nudge, c'est tout ce qui va être, c'est ce qu'on appelle le coup de pouce, c'est ce qui va permettre de sensibiliser et de modifier le comportement du client, du vacancier, puisque là, nous, on était quand même sur ce public-là. C'est influencer le comportement de façon positive, plutôt que d'avoir des gros sens interdits, ne pas jeter vos détritus, ne pas ci, ne pas là, ne pas fumer, ne pas jeter les mégots, etc. On a travaillé avec eux sur tous les irritants, tout ce qui pouvait être compliqué pour eux à gérer au quotidien dans leur structure. Et on a essayé de travailler avec une agence sur qu'est-ce qu'on met en place comme affichage pour que ce soit sympa et positif dans la façon, dans l'intonation qu'on va donner au message. Donc, voilà un petit peu. Donc, ça, c'est un des exemples des actions collectives. Il y a 10 ans en arrière, il y avait eu le déploiement des composteurs dans les campings. Il y a 10 ans, c'était assez novateur pour mémoire. Voilà, il y a eu plein de choses. On a vu que c'est toujours demandé, là. On vient de voir sur un panneau les clientèles qui disent où est le compost. Ouais. donc, voilà. Donc, d'une part, on a ce groupe-là. En interne, on avait mis en place en 2018 ou 2019, 2018, je ne sais plus, un groupe d'éco-ambassadeurs. Donc, ça, c'est sur la base du volontariat. On est
8-10, ça dépend à peu près un petit peu des années. Et on a aussi un plan d'action interne, mois par mois. Donc, on s'est un petit peu basé sur les journées mondiales du vélo, la journée nationale du recyclage, etc., etc. Donc, on essaye de faire de l'événement un petit peu en lien avec tout ça. Et on essaye d'avoir une fois par mois une action. Alors, il y a des mois où c'est plus facile que d'autres. En juillet-août, je ne vous cache pas qu'on est un peu moins disponible selon les équipes. Mais encore que si on est en juillet-août, on a une petite cagette, échange de fruits et légumes du potager, où chacun peut venir donner et prendre ce qu'il souhaite dans la salle collective. Donc, ça amène certaines actions qu'on va pouvoir. Donc, on participe à la semaine de la mobilité, on participe, on a travaillé avec une association aussi à qui on donne notre papier et qui le revend pour pouvoir financer des actions, soit dans l'humanitaire, soit dans le social, soit dans l'éducation. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui sont ventilées sur l'année. Et qu'on retravaille, qu'on réfléchit donc avec le groupe éco-ambassadeur. Donc ça, c'était la deuxième brique, on va dire. Et puis du coup, on avait un petit peu tout ça et on s'est dit, on est peut-être assez mûr. On a commencé en 2020, je crois. Donc, on avait 3 ans d'existence. Notre stratégie était à peu près… Notre premier plan d'action avait été abouti. Et donc, du coup, on s'est dit que maintenant, il était important de travailler toute la partie RSO aussi. Donc, la RSO, pour ceux qui n'ont pas forcément tous les indicateurs, on reprend les 3 piliers du développement durable, donc toute la partie économique, responsabilité territoriale, responsabilité environnementale, pérennité économique, et puis on y additionne la gouvernance, donc tout ce qui va être partie prenante, nos décisionnaires, nos professionnels, voilà. Et donc du coup on a une visibilité et la responsabilité sociale, et donc du coup on a tout notre écosystème qui est représenté. Donc, il y a eu tout un il y a eu des entretiens avec nos élus, avec certains professionnels de la destination, j'ai plus en tête, mais il y a eu pas loin d'une trentaine d'entretiens. L'ensemble de l'équipe a également été vu en entretien, donc des entretiens où on prenait le temps, c'était bien des entretiens d'1h30 à peu près, où voilà, tout le monde était interrogé sur l'organisation interne et comment on travaillait dans notre écosystème. Et là, on était accompagné d'un consultant, bien entendu, parce que ça reste quelque chose d'assez dense. Oui. Et donc, voilà, donc tout ce travail a été mené pendant plus d'1 année, et ce qui a abouti à la signature de la charte RSE Vendée il y a pile 1 an, puisque c'était fin septembre l'année dernière. D'accord. Donc, si jamais il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je les retransmets tout de suite à Céline. Ce que j'avais noté aussi, c'est que pour réaliser un travail d'équipe aussi, vous êtes engagé parfois sur certaines actions un peu spécifiques, comme participer à un défi Ma Petite Planète, je crois. Oui, alors ça rentrait complètement dans le cadre de nos actions internes avec le groupe éco-ambassadeur. Donc, c'est une de nos collègues qui est dans le groupe, qui a ressorti cette idée parce qu'elle l'avait déjà menée avec des amis. Et donc, du coup, on est 20 à avoir participé à ce jeu. Donc, Ma Petite Planète, c'est des défis liés à l'environnement qu'on fait par équipe. Donc, nous, du coup, il y avait 2 équipes qui s'affrontaient, entre guillemets. Mais ça, je le mets des guillemets, mais ça a vraiment été… il y a eu une vraie émulation derrière tout ça et ça a été vraiment… un chouette moment parce que pendant 3 semaines, on se chicane et on se met un peu au défi les uns des autres et jusqu'au dernier moment, le podium s'est renversé à la dernière minute. Donc, non, c'était un chouette moment parce qu'en plus, ça nous permet de partager aussi des idées ou des bons gestes, des bonnes astuces. Et puis, ça nous fait découvrir des choses aussi qu'on ne connaît pas forcément, même si on est relativement impliqué dans la partie environnementale. Donc, oui. En fait, c'est des défis, vous dites que ça pouvait se faire entre amis. Ça pouvait se faire entre amis, donc ça veut dire que là, finalement, des professionnels pourraient très bien le faire aussi. Ah oui, complètement. Avec ça des peut amis. Se faire soit alors on appelle ça des ligues, les équipes. Soit on crée une ligue. Nous, on avait de quoi en faire 2, donc du coup, on s'est affrontés en interne. Sinon, on peut tout à fait rejoindre une équipe existante.
Ça, il n'y a pas de souci. Et là, on est en ce moment, donc nous, on a fait celui du printemps. On a fait le choix de ne pas refaire, parce que du coup, il y en a une tous les 3 ou 4 mois. On a fait le choix de ne pas refaire celle qui est lancée là depuis 8-10 jours, parce qu'on ne voulait pas non plus que ça s'essouffle, parce qu'à le faire trop souvent, il peut y avoir un essoufflement aussi, parce que ça demande quand même un peu d'investissement personnel, forcément, hein, sur notre temps perso. Voilà, se mettre au vrac, se mettre à faire sa lessive, tout ça. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on fait dans notre vie perso. Et donc, du coup, on a fait le choix d'attendre la suivante pour remettre en jeu le totem, entre guillemets. Et donc, on fera il doit y en avoir un autre en janvier, ce qui nous permettra aussi d'avoir des défis, puisque un tiers des défis change d'un challenge à l'autre. Donc, du coup, on aura des défis qui seront peut-être un peu Des plus défis liés à un la peu saison différents. hivernale. Voilà. Oui, très, très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour Céline? Je ne vois pas de questions pour l'instant dans le chat. Je regarde. Est-ce que, par rapport justement aux professionnels et aux engagements avec les professionnels, justement, comment ça évolue aussi par rapport à ce groupe qui a été mis en place et comment les choses sont en train d'évoluer? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont en projet aussi? Alors, chaque pro évolue à sa vitesse et avec ses budgets, avec ses particularités de structure. Donc, il y a toujours des nouveautés sur les différents plans d'action. Après, il y a des nouveautés qui se voient plus que d'autres. Effectivement, quand on a plusieurs pros qui ont installé, notamment des campings, qui ont installé des bornes de recharge pour véhicules électriques l'an dernier. Oui. Ça, c'est des choses qui se voient. Quand on installe des panneaux photovoltaïques, ça se voit quand même beaucoup moins. Donc, il y a des choses sur lesquelles il est facile de communiquer. On a beaucoup communiqué sur tout ce qui est aussi boîte à dons. Ça, c'est des choses qui ont été installées il y a déjà au moins 4 ans. Ça, c'est des choses qui se voient, c'est des choses que le vacancier, le client voit et il va pouvoir en profiter. Après, de savoir que l'énergie vient de panneaux photovoltaïques ou pas, c'est un peu moins évident en termes de communication interne, mais c'est quelque chose quand même sur lequel on va communiquer. Mais voilà, il y a différents échelons. Toute la partie numérique, c'est une rubrique qu'on a rajoutée il y a 2 ans parce que on voit bien qu'il y a un intérêt aussi à être vigilant sur comment on gère ses serveurs, comment on héberge son site, comment on traite toute la partie dossier numérique, etc. Est-ce qu'on fait du désencombrement régulier, etc. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté, par exemple, qui n'existait pas auparavant. D'accord. Merci, ça fait déjà un bon panorama. Ce que je vais proposer, c'est de partager le tableau. Alors, désolée, je vais bouger encore mon écran, mais sinon, je n'arrive plus à trouver le bouton partager. Parce que ça peut permettre justement de faire le lien avec ce qu'on vient de discuter aussi avec Céline. C'est quels sont vos projets pour 2022-2023 ? Donc, je vois qu'il y a pas mal de choses. Alors, je n'ai pas eu le temps de les classer, donc c'est un petit peu en vrac. Je vois qu'il y a quand même pas mal d'offices de tourisme qui ont répondu. Parce que n'hésitez pas tous à répondre et à participer à cette mise en évidence de vos projets. On voit qu'il y a pas mal de choses qui tournent autour de... alors, il y a une installation de panneaux voltaïques. Voilà, tiens, le lien avec ce qu'on était en train d'aborder. En autoconsommation, plus Kivao, plus pergolas végétales, tourisme économique et écologique. Ma foi, si la personne qui a mis ça veut partager, elle peut aussi ouvrir éventuellement son micro pour expliquer davantage ce qui est prévu. Sinon, je vais former l'équipe pour optimiser l'utilisation des outils, newsletter, PDF, extraction d'offres, guide voyage, poursuivre rédaction des contenus sur le nouveau site web aussi. L'optimisation des éditions, mieux gérer les éditions papier, limiter les envois, imprimer sur papier éco. Il y a beaucoup de choses dans ce cadre-là. Accompagnement des prestataires. Ah, Mélène Lamilière a levé la main. Allez-y. C'est moi, Prenez la parole. Prenez la parole. Oui, en fait, on va installer des panneaux photovoltaïques en autoconsommation parce que le déclic, ça a été l'électricité qui va prendre, je sais pas, plus de 270%. donc voilà, donc nous, on a pas mal de toitures, donc on s'est dit qu'il y avait encore de la place.
Et donc, du coup, on va installer ça. On a réussi à négocier aussi une borne de recharge pour voitures électriques. Alors, il y a un double enjeu, c'est-à-dire que l'électricité, elle sera prise directement sur les panneaux photovoltaïques en autoconsommation et en plus, un aspect marketing, puisque aujourd'hui, les véhicules électriques, ça va être un peu la norme, ça va être un peu comme le Wi-Fi. C'est-à-dire que ça va être juste normal. Voilà, les cuves à eau, parce que il y a des extérieurs et puis l'eau devient une denrée rare. Et l'été qu'on a connu, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, risque d'être les mêmes pendant les quelques années à venir. Puis la pergola végétale, c'est vraiment pour apporter de l'ombre et Et de la fraîcheur. voilà, de la fraîcheur, que ce soit dans l'ensemble très joli. Donc, c'est économique parce que finalement, on espère faire quelques petites économies. Et puis, écologique parce que voilà, on est toujours dans ce truc de valorisation des ressources. Donc voilà. Après, il y a d'autres choses aussi, mais je vous laisse continuer. D'accord. Vous êtes quel type de structure pour juste Chambre d'hôte et gîte au Point chambre Resto d'hôte et Vendée. gîte. Voilà, chambre d'hôte et gîte. Très, très bien. Merci. Merci pour ces projets. Je vois qu'il y a pas mal de projets aussi voilà, de participation à des formations. Alors, il y a développer des prestations aussi, location paddle et vélo. Qui c'est qui a exprimé ça? Non, peut-être pas. Sinon, vous levez la main, vous faites comme Mélène. Je vois aussi évolution, développement du site Internet pour mieux répondre aux demandes, carte interactive, organisation des contenus, aide également au personnel et aux nouveaux entrants. Donc là, tout un travail sur le développement aussi du site Internet. Et sur les sites Internet, il y a pas mal améliorer mon site, poursuivre la rédaction des contenus sur le site. Voilà. Il y a du partenariat aussi avec loueurs de vélos local. Oui. Ce qui rejoint le développement aussi des prestations, location, paddle et vélo. Finalement, sur le numérique, là, on a un peu ripé. Hein. Il y a moins de projets numériques que des projets concret, mais c'est super. Poursuivre visite de producteurs, optimiser les fichiers clients. Oui, ça c'est d'ailleurs un des points qui sera évoqué au cours de la formation sur l'emailing, hein, puisque voilà, pour pouvoir justement refidéliser, réactiver, rester dans la mémoire des clients, il faut pouvoir leur communiquer avec eux. Et donc, le fichier client, c'est un élément clé dans le cadre de cette communication. Donc, accélérer aussi la boutique en ligne, je vois. Donc, voilà des projets aussi qui sont sur la plus du numérique. Donc, voilà, je vais arrêter. Donc, c'est pareil, le panneau, il reste encore à votre disposition si vous voulez encore rajouter. Ah oui, je vois que j'avais des choses que je n'avais pas vues qui étaient au-dessus. Passer à des guides numériques, voilà, à la place du papier, l'intégration de Montréal, le carnet de voyage en ligne, voilà, on retrouve l'idée du carnet de voyage en ligne. Continuer avec la petite boutique, des produits locaux au maximum bio. Voilà. Donc, n'hésitez pas à continuer à partager ces projets hein, que je remettrai dans le support. Et donc, je vais quitter voilà, ce partage. Alors, je vais encore bouger mon écran. Hop, 2 secondes. Hop, voilà. Et pour terminer cette intervention qui était prévue jusqu'à midi, voilà. Donc, on a le témoignage de Céline pour le tourisme responsable à Saint-Jean-de-Mont. N'hésitez pas à partager aussi, ou s'il y avait eu encore des questions à poser, n'hésitez pas. Si je les vois, je vais les reprendre. Et puis, donc, le programme de l'Académie e-tourisme pour faire face à tous ces enjeux qu'on a balayés ce matin. Et je redonne la parole à Lisa pour conclure cette matinée.
Oui, merci Françoise, merci aussi Céline pour le témoignage. Et merci à tout le monde pour votre participation. Donc, comme je vous le disais en introduction, on va vous envoyer, je vais vous envoyer donc, le support de présentation de Françoise avec les différentes interactions qu'il y a pu avoir avec l'outil Klaxoon. Je vous enverrai aussi le calendrier des formations 2022. Et donc, pour début 2023, je vous communiquerai le prochain programme de formation fin d'année, probablement fin novembre, début décembre. C'est pour ça que aussi n'hésitez pas à faire savoir s'il y a des points particuliers qui vous apparaissent importants. Je vois qu'il y a des messages qui sont passés, on pourra les reprendre aussi, ou voilà, Oui, sur le fait sur que le la support. solution IRESA est complètement compatible avec Alentour. Voilà. Donc, il y a pas mal d'informations qui sont reprises. Merci en tout cas à tout le monde pour votre participation. Bon appétit et bonne fin de journée. Merci à tous. Et je vois qu'il y a Odile qui vient de dire aussi qu'elle n'avait pas réussi à se connecter. Donc, eh bien, normalement, l'enregistrement a dû fonctionner, je l'espère, en tout cas. Et donc, on devrait avoir, oui, tout à fait, je vois qu'il est encore en cours. Donc, on devrait avoir le replay à votre disposition. Merci à vous tous.